Mais justement, c'est intéressant parce que là, on va parler un peu d'Euroleague. Et les clubs français sont en bonne santé, même à ce niveau-là, au niveau européen, et permettent de rayonner plus que par le passé, parce qu'on a connu des années assez compliquées à ce niveau-là. Non, mais clairement. Là, on est sur un renouveau du basket français. Non, mais on a eu 20 ans. En termes de... Disons-le simplement, on a eu 20 ans de disette. On a eu 20 ans de sécheresse. On a eu l'élan Chalon qui fait une finale d'Euro Challenge en 2012. On a eu Nanterre qui gagne la FIBA Europe Cup 2017, je crois. Ouais, c'est 2017. Ouais. 2017, un truc comme ça. On a une finale Scholtez l'année dernière en FIBA Europe Cup. On a Bourg-en-Bresse qui, bien entendu, a fait sa finale d'Eurocup la saison passée. Ouais. Mais c'est vraiment les trucs qui se passent sur les dernières années. On a eu une grande période de disette. Ouais. Après, là, on voit le classement d'Euroleague, justement. On voit justement que, on parlait de Monaco tout à l'heure. Monaco est encore là. Enfin, ils sont très bien placés. Là, c'est la course aussi au top 6, hein, comme on le sait. Oui. Angelo. Juste nous rappeler un peu le format un peu Euroleague pour ceux qui ne regardent pas. Comment ça se passe l'Euroleague du coup? Oui, alors en fait c'est très similaire. Hein. Ça va parler à tous les fans de basket NBA. Il y a le play-in qui a été instauré cette saison. Cette saison. Voilà, qui est instauré pas seulement qu'en Euroleague, hein, d'ailleurs, dans pas mal de championnats européens également, ou notamment en Pro B. Cette année, puisque la Pro B en France est passée à 20 clubs, donc ils ont instauré un play-in exactement à la même échelle. Et donc le 7e, 8e, 9e, 10e font une sorte de mini play-off pour obtenir les 2 dernières places qualificatives. Donc ce top 6 que tu as mentionné, il est essentiel parce qu'il te valide d'ores et déjà ta place en play-off Euroleague, et surtout il y a besoin de faire la bagarre. Voilà. Et puis il y a la guerre pour le top 4 parce que le format Euroleague, contrairement à la NBA ou à la LNB, c'est que t'as pas des playoffs qui vont jusqu'à la finale, c'est que t'as un quart de finale, puis tu vas en finale fort. Donc, ta vraie série playoff, c'est l'écart. Et tu veux l'avantage du terrain pour cette série-là parce que c'est ce qui te donne une potentialité accrue d'aller dans ce final fort. Donc, ce top 4 où Monaco, pour l'instant, est 4e en étant ex aequo avec le Bayern, c'est vraiment l'objectif numéro 1 des hommes de Vassilis Spanoulis. Et Paris essaye, elle, de valider son spot dans le top 6 pour éviter un play-in compliqué, sachant que ce serait contre le Partizan. Surtout que on a vu justement que il y a eu la confrontation aussi Paris-Monaco récemment, où Monaco l'a emporté, parce qu'en plus c'était compliqué pour Paris parce qu'ils ont perdu contre Monaco en double confrontation, en championnat et en Euroleague. On peut voir déjà que l'Olympiakos, on sait qu'ils ils sont un peu détachés, hein. Je pense que eux ils vont y aller. Non, c'est validé là. Eux, ils vont finir premier de la saison régulière. Voilà, je pense qu'ils vont y aller, et je pense aussi que le Fenerbahçe aussi va suivre. Maintenant, ça va être, on sait que là, les places entre la 3e place et on va dire quoi, 7, 8e place, on sait que c'est un mouchoir de poche. Ça veut dire que là, les matchs, là, on sait que là, chaque possession compte. C'est un truc de Exactement. Fou. Et là, on arrive sur la dernière phase, du coup, des poules. On sait que toutes les victoires comptent double. On sait que un mauvais passage d'une équipe ou 2 matchs défaites, etc., on peut passer de la 4e peut-être à la 7e, 8e place. Et bien sûr. Ça peut, comme tu as dit, tout changer lors des quarts de finale aussi. Ouais, mais imaginons pour une équipe comme Paris qui est tout à fait capable d'accrocher la 6e place et que le classement reste de manière assez cohérente comme ça au niveau du top 3 avec l'Olympiakos, le Fener et le Pana. Paris se ramasse le Pana, champion en titre, dans l'enfer de Oaxaca en quart de finale. Donc, tu sais de quoi tu parles en plus. Tu sais de quoi tu parles. Non, mais de toute manière, pour moi, quiconque, si le Pana arrive à obtenir l'avantage du terrain, je vois pas qui pourrait les sortir en quart. Donc, pour Paris, de toute manière, ils excèdent les attentes. On se souvient, c'est leur première année Euroleague. Ils ont fait une série historique de 10 victoires d'affilée en début de saison. Ils sont rentrés un petit peu dans le rang. Et en plus, ils ont tapé des gros. Hein. Exactement. Ils ont tapé des gros, mais ils sont encore compétitifs à l'heure actuelle parce qu'ils ont fait quelques défaites, mais qui se jouent sur un mouchoir de poche. Mais pareil, ce qu'il faut aussi bien se rappeler, c'est qu'ils excèdent les attentes. Ils ont fait une série de 10 victoires absolument historiques en début de saison. Ils sont un petit peu rentrés dans le rang. Personne les attendait à venir se mêler à la conversation des playoffs dès une première année d'Euroleague. En fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est une première année, les gars. C'est une première année. Ils font un travail de fou en réalité. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais moi j'ai plus foi dans la capacité de Paris de pouvoir taper n'importe quelle équipe d'Euroleague parce qu'ils sont allés taper l'Olympiakos à l'Olympiakos. C'est une dinguerie. Mais par contre sur une série playoff, tu le fais pas 2 fois. Et donc c'est ça un petit peu l'idée. S'ils se retrouvent face au Pana ou une grosse cylindrée comme ça,
On met faute technique. C'est moi. Une vraie faute technique. C'est Lugano en plus qui m'appelle. Mais non, mais vous êtes des siamois tous les deux. Mais c'est ça que je pense qu'il faut un petit peu mettre en avant par rapport à ce parcours. Donc on leur souhaite bien sûr le meilleur. Ça nous promet aussi une affiche de play-off fantastique qu'on pourra voir à l'Adidas Arena. Ouais, c'est cool, donc ça c'est aussi un accès à proximité, en tout cas pour nous de la région parisienne, à un niveau de basket où il fallait aller du côté de Monaco pour y accéder ces dernières saisons. Bon, écoute, après moi je vois bien les 4 premiers là au classement. Pour le coup, c'est très très rare dans n'importe quel championnat, que ce soit en NBA, que ce soit à la March Madness NCAA, où t'as les 4 premiers du classement qui sont supposés donc être les 4 meilleurs et donc se retrouver au Final Four ou en finale, de le faire. Mais pour le coup cette année, je serais étonné de voir une de ces 4 équipes ne pas aller au Final Four. Là, t'as de ton pronostic. Donc là, maintenant, il reste 6 matchs. Donc là, il reste 6 matchs. Donc on attend de voir vraiment la finalité pour voir vraiment qui va finir dans ce fameux top 6 et qui va faire les play-in. On a hâte de voir comment ça va se passer parce que comme on l'a dit, il y a la dramaturgie. Là, c'est vraiment quelque chose qui plaît à regarder. Et du début à la fin, on voit des matchs où, franchement, on sait pas qui va gagner. Au final, c'est vraiment, il y a pas mal de surprises, pas mal de matchs surprises. On sait qu'il y a les leaders, il y a les équipes qui gagnent comme Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos, mais qui ont des fois aussi perdu contre des équipes dont on s'y attendait pas du tout. Donc vraiment, là, il reste 6 matchs. On attend de voir comment ça va se passer. Pour les équipes françaises, bien évidemment, on souhaite bien sûr le meilleur, mais pour les autres équipes aussi qui ne déméritent pas dans ce classement. Il a parlé de plaisir à regarder. Toi, il y a une team qui est sapée propre là dans cette Euroleague. J'ai vu que Paris, ils ont sorti un maillot là il y a quelques semaines. L'homme de textile, Paris, le designer de maillot. Franchement, si on doit parler textilement parlant, quelle team est la plus fraîche? Franchement, Paris. Paris frère. En termes de colorway, non, clairement, en toute objectivité, c'est pas parce qu'on est parisien, etc. Mais Paris en termes de colorway, d'identité visuelle, etc. C'est très très fort. Le maillot de Fournier là en rouge rayé, il est pas clean. C'est beau, franchement c'est cool. Mais avant que Paris arrive, je t'aurais dit ce maillot là rouge, blanc, etc. Pas de souci. Mais Paris rajoute ce truc qui nous concerne nous Parisiens, tu sais la touche un peu lifestyle, mode culture, voilà. Donc clairement. Paris. Après, moi, au niveau des maillots Euroleague, il y a un truc que je comprends pas, et peut-être vous allez m'expliquer. C'est pourquoi, sur les tenues de match, il y a pas le nom de la ville. Par exemple, Paris, pendant leur match Euroleague, il y a le numéro, sponsor, mais il n'y a pas marqué Paris. Ouais. Rarement. Tu vois, et ça, je comprends pas. Et ça, c'est le propre à la plupart des équipes, en fait. Et je comprends pas ce move-là, en fait, de pas avoir le nom de la ville sur le jersey. Pourquoi? Tu mets un point, tu mets ton doigt sur quelque chose de vraiment important, c'est que cette dimension marketing que Paris maîtrise beaucoup, qui est le président du Paris Basketball? C'est David Kahn qui a quel CV, quel background? GM NBA. Donc lui, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est image, tout ce qui est identité visuelle, toutes ces choses-là, c'est super important. Et c'est quelque chose sur lequel il appuie. À l'échelle européenne, tu le vois de plus en plus. Par exemple, tu vois le Panathinaikos cette saison qui a mis l'acropole et l'identité athénienne sur son maillot. C'est la première fois que tu vois ce genre de choses à l'échelle Euroleague. Le placement des sponsors qui essayent aussi d'avoir une harmonie de couleurs par rapport au. Tu vois ça, moi ces choses-là. Les sponsors, c'est. Ouais, mais là, tu parles d'une économie. Je sais. La même chose en LNB. Tu vois ce que je veux dire, en NBA, en LNB, tu vois, voilà, pareil. Mais ça, je trouve, voilà, avec mon œil de créateur, ça tue un peu le jersey, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des panneaux d'affichage, sur un terrain. Surtout que sur la plupart, il manque un logo d'Aomé et tout ça. Pour la petite histoire, j'avais approché l'Euroleague par rapport à, au moins, les casquettes de vainqueurs. Parce que voilà, je leur ai montré mon travail justement par rapport à la LNB. C'est moi qui fais les casquettes des vainqueurs depuis 3 ans maintenant. Ah bon? Bah voilà. Quand on parle du loup, c'est ce que je veux dire. Il montre toujours sa casquette. Tu vois, toujours. Et j'avais approché justement l'Euroleague pour savoir dans quelle mesure, je pouvais faire une collab. Voilà, une collab sur au moins les casquettes de vainqueurs, parce que j'avais vu quand le Real avait gagné, j'avais vu les casquettes avec tout le respect que j'ai pour Adidas, c'était casquettes éclatées, tu vois, avec des casquettes blanches avec champion marqué. Oh, toi
tu vas être banni de la Adidas Arena. Attention, là, Sergio, calme-toi. À un moment, faut dire les termes. On est sur temps mort. Parce que exactement. On est sur temps mort. Donc, faut mettre des temps morts aux gens qui mettent le mérite. Après, il a raison. Après, franchement, ton avis, et je pense que beaucoup, maintenant, ce serait bien aussi la modernité. Sur les jerseys, sur les casquettes, etc. Et je pense qu'on est bien, l'Euroleague, même, c'est bien parti. Là, ça commence à évoluer petit à petit, mais je pense que t'as raison aussi parce que le maillot, c'est l'interne appartenance. Exactement. Donc, forcément, je pense que ce serait une bonne idée de mettre les villes sur les maillots. Parce que il doit avoir une raison, honnêtement. Même pour des personnes qui regardent pas l'Euroleague, pour des gens qui regardent pas l'Euroleague, juste avoir le truc Paris, mais ils vont porter parce que c'est Paris. Non, mais le problème, c'est que c'est historiquement, hein, c'est de la place qui se vend. Ouais. C'est-à-dire que là, tu parles d'un blaze en centre. Normalement, c'est le partenaire titre qui paye pour pouvoir être affiché à longueur de match et à longueur de compétition. Face caméra, plein torse. C'est de l'argent. Je suis là. C'est dans l'économie européenne et française, c'est quelque chose de compliqué. Il y a une dimension business sur laquelle on va pas revenir parce qu'elle est tout à fait évidente, etc., etc. Mais bon, là, on va poursuivre le débat parce que le temps passe vite. Parce que temps mort, mais on n'arrête pas le temps. Clair. Le temps est en vite.